Mais d'abord, une page de publicité. Une publicité d'un autre âge, où la culture était encore vénérée dans des temples qui lui étaient consacrés, les aires d'autoroute. Pour un plein d'essence, mesdames et messieurs, nous vous offrons au choix l'espoir d'André Malraux ou un Lucky Luke. C'est comme vous voulez. René Goscinny n'est pas le dessinateur de Lucky Luke. Lui, c'est l'auteur. Et c'est aussi l'auteur d'Astérix, du Petit Nicolas et d'Isnogood, entre autres. Soit plus de 500 millions d'albums vendus à ce jour. Ce qui en fait un des écrivains français les plus lus au monde. Mais voilà, la BD, ce n'est pas de la grande littérature. Et du coup, il n'assume pas du tout cette promo dans les stations-service. Que va penser Malraux? Goscinny n'est pas un voleur de stature. Il va donc lui présenter des excuses. Mais en fait, c'est Malraux qui lui parle d'Astérix, c'est-à-dire de la Gaule, de la Résistance, de Jules César et de Jean Moulin. Malraux lui dit « Ah, monsieur Goscinny, j'ai beaucoup parlé des mythes, mais vous, avec Astérix, vous avez créé un mythe. Eh bien, c'est très supérieur. » Et en plus, tout le monde l'aime, Goscinny. Parce que c'est simple, il est très rigolo. Du coup, dans les médias français des années 60 et 70, Goscinny est partout. Ah oui, oui, il est sympathique. Hein. Eh oui, c'est comme ça que je me plais à vous imaginer, chers téléspectateurs. Malheureusement, il n'est pas impossible que la réalité soit bien différente. Oh non, encore ce type. Oh, puis il a une sale gueule. Quel est votre nom? Je suis René Goscinny. Effectivement, le phénomène Astérix prend une telle ampleur qu'il commence à agacer un peu. Et puis, Goscinny est un peu trop gaulois pour ne pas être gaulliste, voire pire. Enfin, c'est ce qu'on soupçonne. Mais il y a juste un léger problème avec cet affreux patriote. Je suis né à Paris, je suis parti à l'âge de 2 ans en Argentine. J'y ai vécu 17 ans. D'Argentine, je suis allé aux États-Unis, j'ai vécu 7 ans à New York. Et je suis revenu en France pour gagner ma vie en faisant de la bande dessinée, ce qui, comme français moyen, est un peu spécial. S'il fallait définir en une phrase l'apport de Goscinny dans la bande dessinée belge devenue franco-belge, c'est l'irruption de la lecture à 2 niveaux. Premier degré, une aventure lisible par les enfants. Au second degré, une bande dessinée truffée de références et de private jokes et compréhensible pour les adultes. Et du jour au lendemain, les adultes en France ont pu lire ostensiblement de la bande dessinée. Ils ont pu dire « oui, je lis Astérix ». René Goscinny, l'auteur, a été en quelque sorte cannibalisé par l'importance de ces personnages et leur variété. Astérix, Lucky Luke et le Petit Nicolas, Isnogood, sont les 4 grandes créations de René Goscinny, mais loin devant, il y a le phénomène Astérix. Il faut se souvenir d'une époque où les journaux étaient sérieux. Aujourd'hui, ça demande un vrai effort d'imagination. Et pourtant, le 19 septembre 1966, l'Express titre « Le phénomène Astérix ». Jamais des petits Mickey n'avaient eu droit à un tel honneur. Dans quelques minutes, le général de Gaulle pourra annoncer aux Français la mise sur orbite d'un satellite de 40 kg, nom de code A1, vite surnommé Astérix. Nous avons eu un petit moment d'inquiétude tout de même, parce qu'on s'est dit on aimerait savoir si cette fusée va partir, parce que si elle n'était pas partie, si elle s'était couchée sur le sable et Astérix avait roulé mollement jusqu'à la prochaine dune, on aurait eu l'air fin. Maintenant, une fois que nous avons appris que c'était parti, eh bien nous avons eu un sentiment exaltant de patriotisme exacerbé. Vous avez pensé au droit d'auteur? J'ai pensé au droit d'auteur et nous en sommes restés au patriotisme exacerbé. Astérix, aujourd'hui, c'est du patrimoine national. Et quand on lit soigneusement les albums, c'est quand même une vision extrêmement caustique
de l'esprit français, quoi. Ça flingue le français moyen à tout va, quoi. Quand on voit Astérix aux Jeux Olympiques, mais le village, ils sont mauvais perdants, ils courent mal parce que le terrain est lourd et les sangliers ont mangé des cochonneries. Enfin, c'est incroyable, ça stigmatise l'esprit chauvin. Et ça, c'est lié au fait que Goscinny a quand même passé une grande partie de sa vie en dehors de la France. Goscinny, il y a de l'humour juif, il y a de l'autodérision, il y a de l'humour absurde anglo-saxon, il y a de la parodie, il y a tout ça, mais il y a beaucoup plus que, entre guillemets, l'esprit français. Ist das möglich, dass die Gallier kannte in Deutschland ja auch kaum jemand. Presque personne ne connaissait les Gaulois en Allemagne. Mais c'est ça qui est génial. Die Gallier Le peuple gaulois est très peu connu, même en France. Du coup, ils ont pu en faire ce qu'ils voulaient. Et ils s'en sont servis pour parler de sujets d'actualité. Je crois qu'ils ont eu la chance que l'Europe se bâtisse à cette époque, qu'on puisse circuler librement, etc. Goscinny et Uderzo ne se moquaient jamais des peuples, mais des préjugés qu'on a sur les autres. Ça a beaucoup compté, je crois, dans les années 60 et 70. Les gens se sont dit, les Anglais, les Espagnols ont leurs spécificités. Mais nous aussi, on a les nôtres, et on peut en rire ensemble. Parfois, le succès d'Astérix tient à l'anecdote. Et c'est le cas, par exemple, de la Grèce. Sous la Grèce des colonels, au moment de la dictature, les réunions de plus de 3 personnes étaient interdites, sauf les réunions de parents d'élèves. Et donc, sous couvert d'Astérix, il y a eu des milliers de clubs de parents qui se sont ouverts en Grèce et qui ont été à l'origine du succès phénoménal d'Astérix dans ce pays. Sous le nom du club Astérix, ils pouvaient faire de la politique et parler contre le régime. Quand j'étais jeune, la BD était encore considérée comme de la littérature de gare. C'était quasiment interdit. Sauf Astérix. Surtout du fait des citations latines. Même les profs se disaient, c'est autre chose, c'est plus intelligent. Il y a du latin dedans. C'est comme ça qu'Astérix a légitimé la BD en Allemagne. On voit donc pendant toutes ces années 60, assez rapidement, en 7 ou 8 ans quand même, ce phénomène s'installer, qui, au-delà du succès délirant, impose la bande dessinée, change le regard de tout le monde. Folle trajectoire pour une bande dessinée inventée une après-midi de 1959 en 2 heures. Astérix a été fait très très facilement, tout a été inventé en 2 heures. Ça remonte à septembre 59. Avec Uderzo, nous cherchions un nouveau personnage. Nous cherchions une histoire qui se voulait typiquement française. Assez curieusement, en France, on avait oublié les Gaulois. Et nous avons créé Astérix tout simplement en nous souvenant des premières pages des manuels d'histoire. Nos ancêtres, les Gaulois, etc. Goscinny s'est aperçu que les Gaulois n'avaient jamais été adaptés en bande dessinée. À partir de là, en 2 heures, nous avons à peu près tout trouvé, parce qu'une fois qu'on s'y met, c'est assez facile. Il est né un après-midi en un quart d'heure. Ah bon d'accord, il n'y a plus rien à dire alors. C'est vrai. Générique de fin, ce film était très bien. Non mais ça c'est la légende. En fait, ce monument de la BD est le fruit d'années d'expérimentation, d'échecs, de réussites plus discrètes comme Oom Papa, et de l'histoire personnelle singulière de René Goscinny, qui a grandi à Buenos Aires. Alors c'est l'histoire de ma vie, bon, qui était... Comme un raccourci. Oh, ça sera moins intéressant. En Argentine, il va rencontrer un personnage qui s'appelle Patoruzzu, qui est créé par Dante Quinterno. C'est véritablement le personnage le plus connu de l'histoire de la BD argentine, créé en 1928, et qui a également déjà une forme de critique sociale qu'on va retrouver un peu plus tard dans Astérix. Patoruzzu a un copain qui s'appelle Upa, une espèce de gros enfant qui ressemble beaucoup à Obélix. Et d'ailleurs, pour les Argentins, c'est évident que Astérix est influencé par Patoruzzu.
Goscinny n'aurait jamais croisé la route de Patoruzzu si certains juifs n'avaient pas décidé de devenir cow-boys, des gauchos comme on dit là-bas. Ses parents, Stanislas et Anna, se sont rencontrés à Paris. Ils ont quitté Pologne et Russie pour la France, ce merveilleux pays où, comme le dit un frère d'Anna, seule une personne sur deux est antisémite. Stanislas travaille pour la JCA, l'Association pour la colonisation juive, une ONG qui aide ceux qui fuient l'Europe à s'implanter ailleurs en leur fournissant des terres à cultiver. La JCA l'envoie en Argentine où femmes et enfants le rejoignent en 1928. René Goscinny a 2 ans. Dès qu'il y avait des vacances, Stanislas, qui devait se déplacer, emmener sa femme et ses enfants avec lui, eh bien, il va faire du cheval, il va vivre un peu la vie d'un petit gaucho. Quand vous tombiez de cheval, eh bien, personne ne se lamentait à part vous. On se contentait d'arrêter le cheval et d'attendre que vous remontiez si vous le pouviez. Je suis d'ailleurs tellement tombé que j'ai abandonné l'équitation. Décrire dans Lucky Luke des colons complètement inadaptés à leur nouvelle vie ne lui demande pas un gros effort d'imagination. Enfant, il a vu des intellectuels juifs allemands perdus dans la pampa filer littéralement un mauvais coton. Il sait à quel point il est dur de conquérir une terre et d'en vivre. Ça, il l'a épinglé. Et les références à la mort, au danger permanent, sont très fortes. Pour autant, sa vie est essentiellement urbaine. Il mène une enfance heureuse au prestigieux collège français de Buenos Aires. Il la décrira plus tard dans Le Petit Nicolas, en l'adaptant à la France et en la mélangeant aux propres souvenirs de Sampé. En observant, je me suis aperçu d'une chose qui a facilité mon travail, c'est que les enfants actuellement ne sont pas tellement différents des enfants de l'époque où j'avais cet âge-là. Ce n'est pas tellement difficile, je crois, d'écrire, de parler comme un enfant. Oui. Mais en 1942, l'heure n'est plus à l'insouciance des cours de récré. La Gaule est occupée et une partie de sa famille maternelle restée en France disparaît à Auschwitz. À 15 ans, on sait déjà très bien ce qui se passe. Et donc c'est vrai que Goscinny fait les caricatures de Hitler, de Mussolini et admire De Gaulle, c'est évident. Car sa première vocation, c'est le dessin. Et malgré ces circonstances nouvelles, pas n'importe quel dessin. Très rapidement, ce que dit René Goscinny à ses parents, c'est que plus tard, il veut faire un métier rigolo. Parce qu'il aime faire rire sa famille, il aime faire rire ses copains. Et son père lui dit « C'est une bonne idée, ça, c'est bien ça de faire un métier rigolo ». Ses premières influences de rigolo sont donc les grandes stars de la comédie américaine, comme Laurel et Hardy, un duo avec un petit et un gros, et les bandes dessinées comme les Pieds Nickelés, venus de cette France lointaine et exotique, où il se rendait tous les 3 ans en vacances avant-guerre. Le grand-père de René Goscinny est éditeur. Il édite 4 journaux russes et yiddish à Paris. Donc au fond, dès l'âge de 10 ans, Goscinny est confronté à ce métier d'éditeur qui va être le sien quelques années plus tard. Il a grandi dans une famille où l'imprimerie était une raison d'être. C'était donner du sens aux mots, c'était donner du sens à la culture, en la diffusant le plus largement possible. Et pour la diffuser le plus largement possible, il faut la traduire. En Argentine, René Goscinny parle déjà le français et l'espagnol. Quelques années plus tard, il parlera aussi l'anglais couramment. Je vérifie toutes les traductions. Il y a des langues que je connais, je vérifie la traduction elle-même. Et pour les autres langues, je me fais retraduire pour vérifier. En ce qui concerne la version allemande, l'amour des Germains pour les irréductibles Gaulois explose en 1963, lorsque De Gaulle et Adenauer scellent l'amitié entre leurs 2 pays. Surfant sur la popularité d'Astérix, un éditeur publie une version, disons, alternative. Astérix est très vite devenu célèbre. Goscinny et Uderzo étaient ravis, jusqu'au jour où ils ont lu dans le journal qu'en Allemagne, Astérix faisait de la propagande néo-nazie. Asterix in Deutschland Werbung für die Neonazis macht. Es stellte sich heraus, dass ihr Verleger Ils ont découvert que leur éditeur avait vendu les droits sans leur accord et que l'éditeur allemand avait complètement changé l'histoire. Les Gaulois étaient devenus des Germains et l'histoire faisait référence à la guerre froide. Les Gaulois étaient devenus des Germains de l'Ouest et les Goths des Germains de l'Est.
Et l'occupant, les Romains, faisait penser aux Américains. En plus, c'était truffé d'idées d'extrême droite et de sous-entendus antisémites. Depuis l'interdiction de cette version et encore aujourd'hui, toutes les traductions étrangères sont retraduites vers le français et vérifiées. On ne peut faire confiance à personne, il y a des imbéciles partout. Et ça, Goscinny en est convaincu. Je pense que Goscinny déteste plus les imbéciles que les vrais méchants, parce que les vrais méchants sont intelligents. Je pense qu'il Goscinny aime tellement l'intelligence que, quelque part, il n'est pas à l'aise pour faire des duels entre deux personnages très intelligents. Il est plus avec des scénarios où on combat la bêtise ordinaire. Alors les enfants, on s'énerve pas. On les aborde, on les égorge, on les étripe, on les massacre et on les coule. La routine habituelle, quoi. Quand je crierai, à l'abordage! À l'abordage! Comment à l'abordage? Ce sont des gens qui sont comme des rats dans leur cage, des souris qui tournent toujours sur leurs roues et qui n'arrivent absolument pas à renouveler ou à modifier leur mode de comportement. Le personnage ne vous déçoit jamais dans ses plus mauvais aspects. Entre Avrel, Joe Dalton, toute cette clique qui entoure Jules César, qui est au service du pouvoir, il y a là une galerie de portraits d'imbéciles heureux absolument extraordinaire. Et donc ça touche à la nature du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir, il est souvent détenu par des gens qui n'ont pas forcément la légitimité ou l'intelligence. Goscinny disait que si on avait rire devant lui, si on avait ri de Adolf Hitler, on aurait peut-être épargné des millions de morts. Mais des imbéciles chez Goscinny, on n'en trouve pas que du côté ennemi. Je crois qu'on a sonné, Mimine. Tu veux aller voir qui c'est? En fait, Astérix est une sorte de maso complet, parce qu'il passe sa vie à user son énergie pour sauver des gens qui sont insauvables, pour sauver des parfaits crétins. Faites avancer mon bouclier! Qui sont quelque part leurs pires ennemis, parce qu'ils font conneries sur conneries. C'est parfois des conneries un peu nauséabondes, comme ça. C'est des copains. Ils savent pas où aller parce qu'ils ont pas le bon dossier ou je sais pas quoi. Les Romains à l'intérieur du village, je suis pas d'accord. Moi, je suis désolé, mais ça commence à ressembler à une petite tentative d'invasion. Quand tu as Obélix et compagnie, et l'irruption du monde des affaires et du capitalisme sauvage dans le village, avec Obélix qui veut en s'émunir, Obélix, il foncerait dans n'importe quel plan le plus foireux. Les femmes sont souvent très bien. Attention les enfants, les envahisseurs sont... Mais où t'as vu des envahisseurs, toi? C'est une famille perdue, on te dit. Mais Mimine... Une famille, c'est une famille. Le petit doit être mort de faim, c'est tout ce que je vois. On me dit les femmes du village sont caricaturales, ce sont parfois des mégères et tout. Et vous trouvez que nos bonshommes sont beaux, hein? On est en gaule ici. On se tient bien à table. Traître. Qui est un traître? Invincible on est. Non, mieux. Irréductible on est. Irréductible. Moi, le banquet de la fin ne me réjouit pas du tout. Parce que parfois ils ont triomphé de gens qui étaient infiniment plus intelligents qu'eux, quoi, finalement. Et parfois on a presque envie que les Romains viennent mettre un peu de civilisation dans tout ça. En 1943, le banquet de Noël des Goscinny n'est pas plus réjouissant. Son père meurt d'une crise cardiaque et les laisse sans ressources. Goscinny devient dessinateur dans une agence de pub. Et sa première mission est de concevoir les étiquettes de bouteilles d'huile d'olive. J'avais préparé une étiquette avec des olives, des choses comme ça, enfin très allégoriques, mais le client ne l'a pas accepté. Le client a exigé que je mette une femme nue sur cette étiquette. Alors je m'étais étonné, j'ai dit mais qu'est-ce qu'une femme nue a à voir avec de l'huile d'olive? Et il m'a répondu, bah, vous savez, moi j'aime bien les femmes nues. C'était un obsédé, quoi, c'était un obsédé argentin. Sans avenir professionnel en Argentine, car peu doué pour dessiner les femmes nues, René Goscinny part avec sa mère pour New York. C'est une ville où le journal, la presse a énormément d'importance. Vous avez aussi des studios de films d'animation, vous avez des studios pour des comics. L'image qu'il a des États-Unis, c'est Walt Disney.
C'est la bande dessinée américaine qui est à son sommet à ce moment-là. Et puis là, il va déchanter très rapidement. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte qu'on ne l'attend pas. C'est vraiment le début des vaches maigres pour Goscinny, qui va aller de studio en studio, de petit boulot en petit boulot, quand il arrive à en trouver. Et il va faire de l'illustration de livres pour enfants. Et c'est sans doute là, en fait, qu'il va rencontrer Harvey Kurtzman. Fils d'immigrants juifs ukrainiens et élevé par un syndicaliste communiste russe, Kurtzman se découvre très jeune une passion honteuse pour les comics de la presse impérialiste. Par rancunier, son beau-père l'encourage à dessiner. Mais survivre dans l'industrie du comics l'oblige à travailler pour tous les éditeurs et dans tous les genres possibles. Il vivotait, il se débrouillait, et ils m'ont invité à vivoter avec eux. Pour moi, disons que ça a été une sorte de démarrage. D'ailleurs, nous sommes restés très très amis, très très copains. Il va apprendre le métier. Et il va apprendre le métier avec des gens qui sont des ultra professionnels. Kurtzman, c'est un type qui abat déjà 20 à 30 planches par mois. Hein. Harvey Kurtzman, qui sera d'une certaine manière, par rapport à l'histoire de la bande dessinée, son alter ego américain. Puisqu'Harvey Kurtzman va créer la revue Mad. Et le pendant européen, ça va être Pilote, créé par René Goscinny au tournant des années 50-60. Kurtzman et sa bande vont dynamiter les règles du comics et de l'humour en général, en parodiant la culture de masse naissante des années 50. Le cinéma, la télévision, la publicité, tout y passe. Leur influence a été si grande que cette idée semble aujourd'hui banale. Nous l'avons tous complètement intégrée. Avec d'autres dessinateurs, ils vont tout parodier. La plus célèbre étant peut-être celle qui, à l'époque, a failli avoir des ennuis, qui s'appelait Mickey Rodent. C'est-à-dire c'était Mickey dont on découvrait que c'était un horrible rat avec une dent qui manquait et tout. On ne peut pas comprendre Astérix, le petit Nicolas is no good, si on n'a pas lu Mad. La matrice de l'humour goscinien, ses débuts professionnels, ce sont les studios américains, c'est le studio Kurtzman à New York. C'est l'esprit Mad. La principale source parodique pour Goscinny sera toujours le cinéma, sa grande passion. Le cinéaste qui comprend le mieux et dont il se sert le mieux, c'est John Ford. Parce qu'il arrive à prendre les grands thèmes fordiens, la transmission père-fils, l'appartenance à quelqu'un, l'appartenance à un corps, et il en fait des choses, mais d'une drôlerie extrême. This before. Mais... La médaille... La médaille... Papa! Mon fils! C'est pas juste la parodie des conventions, c'est plutôt la réécriture du thème profond. Quand le Cléopâtre de Mankiewicz sort, il trouve ça effroyablement ennuyeux. Et donc, comme Cléopâtre est vendu comme le film le plus cher de l'histoire du cinéma, et que la Fox, dans son opération publicitaire, énonce les années de tournage, les milliers de figurants, les dizaines de millions de dollars dépensés, et bien Goscinny va parodier ça. Et donc, ça sera combien de litres d'encre de Chine, de gomme, etc., etc. En attendant de faire couler 14 litres d'encre de Chine, Goscinny est surtout occupé à chômer. Par chance, il rencontre des dessinateurs belges qui sont venus comme lui tenter leur chance aux États-Unis. Maurice, le créateur de Lucky Luke, est déjà publié dans le journal de Spirou, mais il peine à écrire ses scénarios. J'ai rencontré René à New York et non seulement je m'apercevais que René avait le sens de l'humour, mais je voyais qu'il avait ce sens d'humour visuel qui est nécessaire dans une bande dessinée. Depuis lors, je ne travaille plus qu'avec lui. En 1950, fort de son nouveau réseau belge, Goscinny quitte finalement New York pour exercer ses talents de dessinateur à Bruxelles. Je dessinais Bibobu, le capitaine Bibobu et Dick Dix. Rien à en dire? C'était pas mal. C'était pas mal. Pourquoi avez-vous arrêté? C'était
Pas mal. Mais le problème, c'est qu'il a autour de lui une génération émergente qui est faite des génies qui vont inventer la bande dessinée franco-belge contemporaine. Il est avec Maurice, il est avec Franquin. Évidemment, il peut souffrir de la comparaison quand ses planches sont posées à côté de celles de ses purs génies. Vous savez, on dit toujours en Belgique, il y a des champions dans les sports mineurs, quoi. Il y a des champions de billard, il y a des champions de ping-pong et il y a des dessinateurs de bande dessinée. S'accrocher au pinceau ne sert à rien. Mais heureusement, les champions ont besoin de doper leur scénario. Goscinny se consacre à plein temps à l'écriture pour les journaux des éditions Dupuis, comme Spirou, Bonne Soirée et Le Moustique, pour le journal de Tintin et multiplie les collaborations. Il rencontre Jean-Jacques Sempé et il rencontre Albert Uderzo. On ignore souvent qu'Uderzo et Goscinny ont collaboré à beaucoup d'autres séries qu'Astérix. Il y a par exemple Jeu en pistolet, une histoire de pirate en 4 tomes. Il y a Benjamin et Benjamin. Luc Junior. C'était plus des travaux de commande. Mais l'humour totalement absurde de Goscinny et d'Uderzo est déjà très présent. Dans le journal de Tintin, Goscinny place la série Papa, les aventures d'un peau rouge au XVIIIe siècle, dessinée par Uderzo. Ils sont obligés en permanence de jouer avec une époque qu'on ne connaît pas, avec des passerelles avec l'époque contemporaine de ses lecteurs. Ils commencent déjà à travailler sur un double niveau de lecture. Et là, en réalité, ils sont en train de mettre en place le système narratif qu'ils vont ensuite déployer avec Astérix. La Belgique, c'est bien. Mais Goscinny rêve de vivre dans cette France merveilleuse qu'il avait tant fantasmée dans sa jeunesse. Les coups d'État avaient fait sombrer l'Argentine et forgé son antimilitarisme. Il arrive pour exercer son métier rigolo dans la France des années 50. Une France en guerre en Indochine, puis en Algérie, avec des militaires au pouvoir qui, épisodiquement seulement, disent avoir compris des trucs. Je vous ai compris! La presse jeunesse est à l'image du pays, fantaisiste et ouverte d'esprit. Mais fin 1959, Goscinny, Uderzo et Jean-Michel Charlier, lui aussi scénariste, ont l'opportunité de lancer leur propre journal. Pilote est aussitôt racheté par un vrai patron de presse. Georges Dargaud est bien meilleur qu'eux en compta, mais leur laisse le contrôle éditorial. Donc la bande dessinée était pour enfants, et il fallait les ménager, les pauvres petits. Or, Goscinny n'avait pas du tout cette mentalité-là. Il avait fréquenté en Amérique l'équipe de Mad, et Goscinny revenait avec une idée, non pas d'un Mad français, mais il voulait faire une bande dessinée, non pas pour enfants, non pas pour adultes, mais pour tout le monde. Et puis, il y a, dès octobre 1959, la parution d'une planche d'Astérix le Gaulois. Et Astérix le Gaulois va rencontrer le succès qu'on connaît et va devenir une phénoménale locomotive. Il est là, le secret de pilote. Vous connaissez Astérix, bien entendu. Est-ce que tu connais le nom de l'auteur d'Astérix? Oui. Goscinny et puis Uderzo. Goscinny et Kosygin et Uderzo. Les jeunes lecteurs des années 50, ils ont envie de prolonger le plaisir de la lecture dans le journal par avoir le livre. Alors évidemment, Goscinny et Charlier, ils vont voir Dargaud. Ils disent « Georges, vous avez vu le matos que vous avez dans... » Ils ne parlent pas comme ça, c'est moi qui parle comme ça. Lorsque nous sentons, les uns ou les autres, que ces bandes dessinées donnent satisfaction à leur public, nous commençons à les publier sous forme d'albums. Sinon, on va ailleurs avec nos histoires. Mais ça doit faire des albums. L'éditeur, Georges Dargaud, sort ses albums un peu contraints et forcés. Mais ils se vendent. Je respecte et je vénère mes éditeurs. Tous mes éditeurs. Et ceux qui le seront un jour. J'aime les éditeurs. Et votre éditeur actuel est content de vous? Mieux, je suis content de mon éditeur. Goscinny n'a pas à s'occuper que d'Astérix, de Lucky Luke et de Pilote. Pour le journal Sud-Ouest, il a repris le personnage du Petit Nicolas, qu'il avait créé avec Sempé en BD pour la Belgique, et l'a remanié sous forme de texte illustré. Dans toutes les salles de classe, il y a un premier de la classe, Agnan. Il y a le gosse de riche, Geoffroy. Il y a le meilleur copain, le gros qui mange tout le temps, le bagarreur, Eudes, Rufus, le fils de flic.
Il y a ce rapport d'amour, tendresse et punition avec les parents. Cette enfance regardée à hauteur d'enfant, c'est ça que Goscinny réussit à capter. Pas trop fatigué, mon chéri? Le petit n'est pas là? Le petit. Parlons-en. Il a justement quelque chose à te dire, le petit. C'est un regard posé. Et c'est ça que Goscinny réussit extraordinairement avec le petit Nicolas. C'est ce regard, cet œil, comme l'œil du photographe ou du cinéaste. Mais il lui reste encore un peu de temps libre par-ci par-là. En 1962, il lance une nouvelle série avec le dessinateur Jean Tabary. Is No Good est la dernière grande création de René Goscinny. Il invente ce personnage qui est un ignoble vizir, qui d'ailleurs lui-même est né dans le petit Nicolas. Nicolas doit faire la sieste, un moniteur de colonie de vacances leur raconte une histoire pour les calmer. Il était une fois un ignoble vizir qui voulait devenir calife à la place du calife, etc. Je me suis dit, je vais faire un personnage tellement méchant qu'il va en devenir sympathique. Et il est méchant, mais il a tous les défauts. Tout. La seule chose qui le fait rire, c'est le malheur des autres. Il est avare, il est criminel, il est abominable, mais il l'est tellement qu'on finit par prouver que c'est pas possible, et ça fait rire les gens, et les gens le trouvent sympathique. C'est lui le héros. La semaine de René Goscinny, c'est il arrive à Pilote le lundi matin et il gère le journal jusqu'au vendredi matin. Le vendredi matin, il quitte le journal et du Pont de Neuilly jusqu'aux Champs-Élysées, il fait une petite balade à pied, il va voir un film. Et à partir du vendredi après-midi jusqu'au dimanche soir, il fait ses scénarios de BD. Et donc, il faut imaginer qu'en fait, il a fait Astérix, Lucky Luke, Is No Good, dans ses heures de loisirs, en fait. Les scénarios de Goscinny sont impeccables, tous. Voilà, on sentait qu'il avait dans la tête, dès le départ, aussi bien le mot fin que le mot de commencement. Donc il nous a à tous, même si moi j'étais pas du tout un intime, appris, je dirais presque par mimétisme, comment on pouvait faire des bons scénarios. Un scénario René Goscinny est un scénario propre, un scénario René Goscinny fait toujours rigoler. René Goscinny, Paris 16e, René Goscinny, le scénariste de Paris que la Seine-et-Oise nous envie. De bons scénarios d'un type particulier, car les scénarios de Goscinny, généralement, c'est le mythe de Sisyphe. Astérix, Lucky Luke poussent inlassablement le même rocher. Même début, même fin. Le cow-boy s'en va avec le soleil couchant. Il y a le banquet dans Astérix, inévitablement. Et généralement, la première case, c'est « Tout est calme dans le petit village ». Il s'est créé d'énormes contraintes. C'est lui-même qui a créé le système en vase clos. Et à l'intérieur de ça, ça l'oblige à redoubler d'idées pour renouveler les séries auxquelles il s'attelle. La première planche de la Grande Traversée, j'aimerais qu'on me montre quelque chose qui puisse ressembler à ça. Une plage blanche avec des gens qui parlent avec des oreillers et des petits ronds sur le A. Et ça, c'est la première page d'un album. On ne sait rien de plus. C'est génial comme ouverture. Enfin, c'est d'une modernité folle. Et il aurait pu être finalement comme Hergé, rester dans sa tour d'ivoire. Non, il est celui qui invente aussi la bande dessinée française moderne. Là... Goscinny avait 64 pages par semaine à remplir, il fallait que ça tourne. Donc il gardait toujours dans le journal 6 pages allouées pour des dessinateurs qui voulaient faire des essais, des débutants à tester, etc. Il était capable d'aller contre ses goûts. Et ça, c'est quand même l'apanage des grands rédacteurs en chef, de voir au-delà, y compris d'ailleurs des bégaiements des débutants, parce que souvent les premières histoires, il faut de l'imagination pour voir ce que ça va donner. Je me souviens du jour, évidemment, où il a accepté mon premier petit scénario, pas très bien gaulé, de Valérian, disant « Oui, je crois que je vois vers où vous pouvez aller, ok, carte blanche. » Et puis bon, je m'écarte du bureau, et puis
toujours extrêmement poli comme il était. Et Monsieur Christin, des gags, hein, n'oubliez pas. Alors là, j'étais très content une seconde avant, sortant dans le couloir, c'est facile à dire, pour vous. Il voit arriver Drouillet, il dit « Je comprends absolument pas ce que vous faites, mais je sens qu'il y a quelque chose et je vais le publier. » Et ça c'est un vrai rédacteur en chef. Il va décider de faire des dessinateurs des vedettes. Et il va demander dans un petit cabochon à Solé de faire le portrait de tous les auteurs. C'est la première fois qu'on fait ça. Qu'on met l'auteur en avant, avec sa tête. Deux événements majeurs secouent le bloc de l'Est en 1965. Nicolae Ceausescu devient premier secrétaire du Parti communiste roumain et Marcel Gottlieb, qui dessinait jusqu'alors dans la presse communiste, fait défection pour rejoindre Pilote. Goscinny, qui a toujours un peu de temps libre, devient le scénariste de l'un des deux. Le seul dessinateur où il essaiera de manière forcenée de faire du MAD, c'est Gottlieb. Je pense qu'il avait besoin d'un fils spirituel, presque d'un fils tout court. Il trouve chez Gottlieb quelqu'un qui peut faire tous les styles, qui peut faire des parodies, qui peut faire 100 000 blagues avec une pomme et Newton. Il rit aux éclats à chaque page que livre Gottlieb. Gottlieb apporte à Pilote le carton à dessin d'un ami étudiant en cinéma. Patrice Lecomte est invité par Goscinny à rejoindre l'équipe. J'ai toujours vu malicieux et attentif aux autres. Je ne l'ai jamais vu sans cravate, même par les plus fortes chaleurs. Et d'imaginer la fantaisie intérieure tellement drôle, cocasse de cet homme-là, c'est un contraste assez marrant, quoi. Il accueillait tout le monde. Il y avait de tout. C'était un maelstrom d'idées et de contradictions. C'est ça qui en fait son charme. Un autre journal, inspiré de Mad Magazine, est apparu dans les kiosques français en 1960. Faire cesser cet outrage aux bonnes mœurs devient l'obsession de Madame de Gaulle depuis qu'elle a surpris ses petits-enfants avec. J'ai supprimé la censure, je ne l'ai jamais rétablie. Voilà la réalité. Alors, il faudrait que les plaisanteries soient plus courtes, parce que ce sont les meilleures qui sont les plus courtes. Mais quand elles sont très longues, elles sont très mauvaises. Les plaisanteries. Mais les plus longues sont du goût de Madame, qui s'acharne. Et l'interdiction de 1966 porte un coup fatal à Harakiri. Goscinny accueille ses dessinateurs en déroute. Cabu, prêt. GB. Et le fait qu'un homme comme lui ait ouvert les pages de Pilote à cette bande d'hirsutes, de gens plus ou moins subversifs, etc., c'était formidable. D'un seul coup, Pilote, qui était déjà un journal de bande dessinée plus adolescent qu'enfant, est monté d'un étage dans l'échelle des âges, quoi. Mais en mai 68, les jeunes auteurs veulent devenir un califat collectiviste à la place du calife. Ils organisent une réunion à laquelle ils convoquent Goscinny. Et il va se trouver face à un tribunal révolutionnaire où Gire va lui dire la parole au peuple, on est tous des chefs, pourquoi vous êtes le chef? Le monde a changé, le festival de Cannes n'a pas eu lieu. Ça serait bien que ça devienne collégial, tout ça. Il se retrouve dans le rôle de ces imbéciles symboles de l'autorité et du pouvoir dont il se moque depuis toujours. C'est tout à coup comme si tout à coup on l'avait forcé à traverser le miroir, à dire c'est toi le chef maintenant, tu sais le mec dont tu te fous de la gueule, bah c'est toi. Et je pense que ça c'est insupportable pour lui. Il y avait réellement des rapports de père à fils avec ces dessinateurs, à tel point qu'il y a même eu la révolte des fils contre le père. Je crois que c'est une histoire éternelle, c'est-à-dire les pères ne comprennent jamais que leurs enfants fassent la même chose qu'ils ont fait de leur temps. Pilote change de formule, mais Goscinny conserve ses fonctions. Pourtant, la blessure ne se referme jamais vraiment. Et petit à petit, la famille s'éparpille. En 1972, Mandrika, Gottlieb et Bretéché créent leur propre journal, L'Écho des Savanes.
Puis en 1975, ce sera Fluide glacial et enfin Métal hurlant, créé par Druyet, Giraud et Dionnet. En gros, on baffe tous devant l'underground. Que ce soit Druyet, Moebius, Mandrika et tout, devant leur liberté. Devant Crumb, une famille qui baise ensemble, reste ensemble, des trucs qu'on n'aurait jamais osé faire. Mandrika, il va fédérer Gottlieb en disant « Tu veux faire des beats ? Tu pourras faire autant de beats que tu veux. » Gottlieb, son fils spirituel qui se met à faire des beats partout et des trucs. C'est la trahison. Il lui parlera plus jamais. Plus jamais. De se sentir dépossédé de cette bande dessinée adulte qu'il avait suscitée, je comprends qu'il ait pris ça pas bien, quoi. C'est-à-dire que, mettons-nous à sa place 2 secondes, comment pouvait-il dire « Vous avez raison, c'est normal ce que vous faites, les gars, c'est pas possible ». René Goscinny est directeur du journal Pilote, un journal de bande dessinée où depuis 20 ans se sont succédés presque tous les jeunes dessinateurs de talent. Je gagne un temps fou avec ça. Ça a été plusieurs coups qui ont brisé la cloche. Prêt pour le coup du crottal? Prêt! Il y a eu l'accueil qu'il a fait aux gens de Harakiri, qui sont repartis. Il y a eu le coup de marteau de 68. Ça fait 2. J'ai jamais aimé le coup du crottal. Je dirais que Gottlieb, ça fait 3. Bon bah, désolé vieux. Essaye de pas t'y reprendre à 3 fois, t'es gentil. Ils commencent à nourrir un autre projet qui est un retour à leur vraie source. Parce que toute cette génération, et là je parle de Franquin à Maurice, en passant par Goscinny, Uderzo, leur truc c'est quoi? Ce qui les fascinait, c'était quoi? C'était Walt Disney. Goscinny, on sent que c'est son humus, le cinéma. C'est quelque chose qu'il a tellement regardé et auquel qu'il a tellement rêvé que c'est même pas qu'il va piocher dedans, c'est là tout le temps. C'est quelqu'un qui veut vraiment devenir Walt Goscinny. Gottlieb et ses amis de pilote le surnommaient comme ça, Walt Goscinny. Alors qu'il a fallu attendre 1971 pour avoir un film avec Lucky Luke, c'était un dessin animé, les Turcs en avaient déjà fait 6, complètement pirates. Hey, çocuklar, ne yazıyor bu kağıtta? Yuh be, daha neler? Maydanozlu köfteler. Et petite parenthèse, le nom de Jolly Jumper en turc, c'est Düldül, c'est-à-dire que c'est le nom que porte le destrier du prophète quand même. Les adaptations, c'est comme les traductions. On ne peut faire confiance à personne. Mieux vaut donc s'y coller soi-même. Il se lance dans la grande aventure du cinéma, la création des studios Idéfix avec Albert Uderzo et Georges Dargaud. Idéfix devenant le plus grand studio d'animation européen à l'époque. Je veux simplement vous parler. Je vais avoir besoin de votre coopération. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces deux-là? La question de la BD et du cinéma, c'est une question, je pense, plus épineuse qu'on ne le croit. Les dialogues en BD, et en particulier les dialogues brillantissimes de Goscinny, au cinéma, d'ailleurs, souvent, ça ne donne pas des bons résultats. Parce que les dialogues de BD sont des dialogues faits pour être lus, et que des dialogues que vous donnez à des comédiens, ça ne fonctionne pas sur le même modèle. Ça vous épate, mais c'est comme ça. C'était peut-être pas si mal que ça quand même, car beaucoup d'enfants nés dans les années 70 ont flingué des VHS en regardant 250 fois par jour les premiers Astérix et Lucky Luke. Mais Goscinny ne se contente pas des adaptations en dessin animé. Il rêve de vrai cinéma et écrit le scénario du Viager, réalisé par un de ses grands amis. Mais vous voyez, sur l'affiche qui est derrière moi, là, vous pouvez lire une fable de René Goscinny et Pierre Tchernia. Quand on veut raconter une histoire, il faut créer un style, il faut créer un ton, et il faut inventer des personnages, et il se trouve que nous nous entendons bien pour le faire. Vous n'avez pas pensé au Viager? Au Viager? Oui, de Viager, ce serait la bonne solution. Tchernia, pour le coup, c'est le complice parfait. C'est-à-dire que le scénario du Viager, il est tellement bien qu'il ne s'agit pas d'en rajouter. Il fait une mise en scène solide, efficace, mais sans prétention de faire des grands plans de cinéaste, et ça va très bien comme ça.
Goscinny, dans la bande dessinée, il était tombé dans la marmite quand il était petit, comme Obélix. Et donc il n'avait pas besoin de potions magiques pour faire de la bande dessinée. Et quand il s'est mis à faire du cinéma, il est arrivé en cours de route, il est arrivé dans un monde qui n'était pas le sien. Et forcément, il a été moins novateur, parce qu'il prenait davantage le train en marche. Le Viager, c'est un très bon film, c'est bien écrit, c'est bien dialogué, c'est filmé comme il faut, il n'y a rien à dire, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Mais les films qu'il a écrits sont somme toute assez classiques, quoi. Réussis mais classiques. C'est d'une intelligence sur l'histoire de la France, les lâchetés françaises, c'est-à-dire qu'en douce, Goscinny, il règle quelques comptes aussi, hein, puisque ça raconte 40 ans d'histoire de France. Le nazisme, c'est un feu de paille. Faites-moi confiance. Des gens qui ont vu ces séquences, et notamment les techniciens au moment de tournage, écoutaient parler un personnage et ils disaient « Ah oui, c'est tout mon père ». Et ce qui est assez ennuyeux parce que ça explique certains problèmes que nous avons eus par le passé. En ce qui concerne la guerre, n'est pas la mobilisation. Ce n'est pas ma faute, ma chère belle-sœur, si mon pays a jugé que j'étais plus utile à l'arrière qu'au front. Je ne tue pas des Allemands, mais je guéris des Français. On devrait vendre la France en viager aux Allemands. On sera tranquille avec vous. Oh. Dans ces années, l'irrésistible ascension médiatique de Goscinny s'amplifie. Il ne faut pas se voiler la face aussi. Il est le premier milliardaire de la bande dessinée. L'argent, oh, vous savez, comme disent en général, tous les gens qui passent devant une caméra, non, l'argent pour moi n'est pas important. Le tout, c'est d'en avoir des tas. Astérix est le premier personnage qui devient un personnage médiatique, dont on parle au journal télévisé, quand il y a un nouvel album qui sort. Très vite, il comprend que la télévision est un outil de promotion. C'est une façon aussi pour continuer pour lui de faire le pitre et de lâcher des bons mots. Oh, quelle surprise! La télévision ici? Je rends prêt pour passer devant un objectif, pour être devant un micro. Je suis prêt à n'importe quelle bassesse. Enfin, vous savez tout ce que je vous ai dit avant l'émission. Vous ne vouliez pas, tout ça. Je vous ai convaincu pour mon camarade, pour moi-même. Et en plus, il est devenu un personnage de bande dessinée de son vivant, puisque dans Achille Talon, il y a Polyte, la rédaction de Polyte alias Pilote, où il y a des caricatures de Charlier et de Goscinny, ce qui a ajouté une couche au mythe Goscinny. En 1976, il écrit même sa propre série télé. Il est rare d'avoir le privilège de pouvoir réaliser ses rêves d'enfant. La vie se charge, en général, de nous mener vers des destinées bien moins prestigieuses que celles que nous avons imaginées sur les bancs de l'école. Goscinny ne verra pas la deuxième saison, ni le dessin animé La Balade des Dalton terminé. Le 5 novembre 1977, à 51 ans, il écrit le plus mauvais gag de sa vie. Il meurt d'une crise cardiaque sur un vélo en effectuant un test d'effort chez son cardiologue. On va appeler ça un cas Goscinny, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'après cette histoire, plus jamais on ne fera de test d'effort dans un quelconque appartement sans qu'il y ait une cellule de réanimation possible à proximité. Voilà. Fin de l'histoire. Ils sont fous, ces cardiologues. Bonjour, docteur. Alors, comment vont nos affaires? Je vous ai déjà dit de ne pas me parler en public, Bones. Je pense qu'il a vraiment donné le meilleur de lui-même. On a vraiment la quintessence d'une œuvre très, très, très solide, avec quand même très, très peu de déchets. Très, très peu. L'œuvre est immense, mais la façon dont l'œuvre s'est diffusée, s'est diluée, non seulement dans ce qu'on appelle la culture, mais dans la vie, dans les locutions de tous les jours, c'est quelque chose d'assez unique. Donc voilà, là je lisais encore Le Monde qui disait, je sais pas quoi, le Premier ministre déclare qu'il n'y aura pas de potion magique. Bon. La communauté internationale, chaque fois qu'il y a un cycle de déstabilisation dans ce pays, vient avec une potion magique. Calife à la place du calife. Des gens qui veulent être calife à la place du calife,
L'homme qui change d'opinion plus vite que son ombre. C'est plus intéressant que de dire je vais être calife à la place du calife. La potion magique. Résumer l'ensemble de la vie politique simplement à la question de qui sera le calife à la place du calife, franchement, c'est pas à la hauteur. Avril, tais-toi. En BD, les séries ont survécu à leur auteur phare. Et au cinéma, les stars des générations suivantes continuent de s'emparer avec une passion sauvage de ces personnages. Et, une fois n'est pas coutume, le traditionnel banquet qui clôt chaque aventure d'Astérix n'eut pas lieu en Gaule, mais en Égypte. C'est bon ces grosses crevettes là. Omar. Obélix. Moi, sans Goscinny, je n'existerais pas. C'est Goscinny qui, grâce à son hebdo, en étant d'une tolérance extraordinaire dans les divergences de style et tout, nous a créé. Je pense que la bande dessinée moderne, c'est Goscinny, voilà. Et après, nous, on est les bourgeons qui ont éclos. C'est tout. Il nous reste juste à vous donner la recette de l'humour goscinien. Mais comme disait l'auteur américain E.B. White, analyser l'humour, c'est comme disséquer une grenouille. Tout le monde s'en fout et la grenouille en meurt.